En ouvrant progressivement les frontières, et ce, en commençant par les États-Unis, nous allons remettre la Polynésie au travail. Bonjour, c'était ce matin au Haut-Commissariat, prise de parole commune de l'État et du pays, avec une logique, une réouverture responsable et progressive. Le 1er mai, les voyageurs venant des États-Unis pourront atterrir à Faa, protocole sanitaire rigoureux. Le fait d'être vacciné va faciliter la procédure. Les contrôles et les tests seront poursuivis. Conséquence, la vie touristique peut reprendre un petit peu de souffle. Thierry Brevelli est notre invité. Il est le coprésident du Conseil professionnel de l'hôtellerie. Le secteur touristique est un poids lourd du PIB. Ce dernier a chuté de plus de 10% en une année. Une hémorragie qu'il est temps de stopper. Cela se fera peu à peu car pour l'instant l'Europe n'est accessible que pour motif impérieux. Plus de 500 personnes souffrent de gros problèmes rénaux sur le territoire. L'hémodialyse à domicile notamment. Dans les îles est une idée de bien-être éprouvée par 12 personnes actuellement. Celle-ci devait se déployer plus en avant, mais un problème de convention pose un sérieux dodan sur cette route. Explication à venir. Et pour finir, notre histoire et notre journal, une histoire comme on les aime, des gens qui œuvrent pour le bien commun. Roroutou, les adhérents de l'association Tapuata se sont donné la main. Résultat, un nouveau plateau sportif. Nous remonterons le cours de l'histoire pour vous raconter 50 ans de dévouement au service de la jeunesse des îles de l'Austral, des Australes. Pour commencer, une photo de l'instant T, c'est un chiffre qui parle. À ce jour, 45% de la capacité hôtelière est fermée. En posant cette réalité, se met en place l'équation économie et santé. C'est le défi des autorités publiques, d'où la méthode responsabilité et progressivité. Pour faire simple, cela veut dire ouvrir les frontières en fonction de la géographie des vaccins. En la matière, les USA sont un modèle, 4 millions de piqûres par mois. C'est donc ces touristes-là, encadrés par un protocole rigoureux, qui peuvent revenir. Les avions d'ATN ont déjà un beau taux d'occupation pour le début du mois de mai. Reportage Ismaël Tayata avec Sandroli. L'oncle Sam ne fera plus la tête. Les séjours touristiques en Polynésie sont ouverts à ses compatriotes. C'est en partie à cause d'une campagne vaccinale très avancée. Plus de 100 millions de vaccins injectés aux États-Unis. Le gouvernement polynésien souhaite par cette ouverture motiver ses touristes. Nous sommes une destination préparée, nous avons une industrie touristique qui est exemplaire puisqu'il n'y a pas eu de propagation du virus par les touristes, donc des professionnels extrêmement préparés et une destination qui a mis en place également des protocoles sanitaires d'entrée, de séjour et de surveillance qui rassurent également nos voyageurs et les professionnels du tourisme. Cette nouvelle enchante le PDG de la compagnie Otiari. Le marché nord-américain a été et reste le premier marché pour la Polynésie. Les vols ont été programmés, des réservations ont eu lieu et les vols sont bien engagés. On a déjà pratiquement on a plus de 4000 de réservations sur le seul mois de mai, sur les Américains. Donc oui, aujourd'hui, c'est déjà une petite bouffée d'oxygène et ça nous permet un peu de voir un coin de ciel bleu s'ouvrir. Le secteur de l'hôtellerie aussi a été très durement touché, une vingtaine de structures enfermées. Les pensions de famille vont devoir jouer leur joker pour séduire les Américains. Nous avons aussi des pensions de famille, je vais dire haut de gamme, mais ce n'est pas du tout par rapport aux autres, qui reçoivent des Américains. Donc on pourrait, et on va le faire avec l'aide de Tahiti Tourisme, avec l'aide de nos ministères, faire de la communication et de la promotion pour que ces touristes américains, qui ont peut-être changé aussi de mentalité depuis cette épidémie, on va dire, qui vont peut-être vouloir un peu plus partager avec la population. Les voyageurs vaccinés en provenance des États-Unis pourront circuler librement sans dispositif de quarantaine. Ils seront cependant soumis à un test antigénique à leur arrivée à l'aéroport, ce qui n'est pas pour rassurer la population. C'est une bonne chose, mais il y a toujours cette crainte au niveau de Des maladies ? Des maladies, voilà. Bon. Mais bon, si les autorités ils ont pris leur disposition, bon, je pense que bon, pour moi c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. À côté, c'est bien pour le tourisme, pour le, comment dirais-je, pour le Fénouan, il n'y a plus de sous, et tu vois, c'est pas facile pour les gens aussi en ce moment, il y a plein de gens qui vivent du tourisme. D'un côté, c'est pas bien s'il y a d'autres virus qui vont arriver chez nous.
En revanche, pas d'ouverture pour les touristes européens et français. La situation sanitaire là-bas étant préoccupante, le motif impérieux reste obligatoire. Un ensemble de tests à l'arrivée et au départ seront effectués pour réduire tout risque de contamination. En métropole, c'est un peu plus dur qu'ici par rapport au nombre de population, mais ça commence petit à petit à être vacciné. Et de toute façon, je pense qu'ils ne viendront pas ici sans être vaccinés pour protéger aussi la population locale. Avec une chute du PIB estimée entre 10 et 12%, la reprise de l'économie locale risque d'être lente et longue. L'ouverture des frontières, l'étincelle qu'il fallait pour remettre tout le monde sur les rails. Thierry Provelli, bonsoir, merci d'être présent sur le plateau. Alors, est-ce un peu du rêve américain qui, le 1er mai, va sonner ici, du côté de l'aéroport de Falaise, dans vos hôtels ? Alors, rêve américain, le mot est fort, mais la notion de rêve s'applique un peu à la situation, oui, parce qu'on a effectivement pas mal de réservations dans les livres aujourd'hui. Pour beaucoup d'hôtels, c'est en grosse partie de la clientèle américaine, puisque c'est notre plus gros marché. Mais il n'en reste pas moins qu'on n'est pas du tout sûr que ces réservations vont se matérialiser, dans la mesure où, par exemple, les conditions d'entrée de ces familles, c'est un lapsus, de ces touristes, peuvent venir en famille, et les enfants aujourd'hui non vaccinables se retrouvent en quarantaine à l'arrivée. Donc ce marché... les réservations de ce marché qui seront sur le marché famille vont sans doute s'annuler. 10-15%, on ne sait pas. Alors, en même temps, ce matin, il y avait une note dans le Figaro, le journal de Paris, qui disait qu'il y avait une appétence très forte des Américains pour partir de chez eux. Et 86% d'entre eux étaient d'accord pour se vacciner pour pouvoir rentrer dans des destinations touristiques. C'est quand même un bon signal de la part de ce marché-là, non ? C'est un magnifique signal. On en était convaincus. Je ne peux pas me plaindre de ce qui s'est passé sur ce plan-là. Nous avions rencontré le commissaire avec le MEDEF et Air Tahiti Nui, justement pour lui demander d'envisager une ouverture avec les États-Unis seulement, à une époque où on n'en parlait pas et où il nous faisait comprendre que la situation était un peu compliquée. Donc, ils ont bien travaillé. Les autorités locales, en général, ont bien travaillé avec les autorités du pays, de l'État, pardon, pour... Le sentiment aussi que l'agenda est pas trop mal, parce que lorsqu'on regarde l'ouverture, notamment aux touristes, la Grèce, et sera le 14 mai, pour l'instant, pas possible de faire des croisières en Floride, puisqu'il y a un conflit entre l'État de Floride et l'État central. Bref, la Polynésie vient à point nommé avec ce 1er mai quelque part pour justement... rattraper cette appétence de sortie de visite de la part d'un public qui a un pouvoir d'achat tout de même. Il y a un bel alignement de planètes, en effet, sur les dates et sur ces marchés-là. Donc oui, c'est une bonne situation et c'est le bon moment. Commencer à bouger, oui. Monsieur Provelli, est-ce qu'il y a un regret que l'Europe soit encore, j'allais dire, frontière fermée pour le monde du tourisme ? Alors, c'est regrettable. Évidemment, c'est regrettable. La chose, c'est qu'on comprend tous très bien la situation. Il suffit de regarder vous-même et vos confrères pour voir ce qui se passe en Europe. On comprend très très bien que la situation n'est pas réouvrable complètement. Moi, j'ai un petit regret sur le fait que l'année dernière, on savait faire voyager les enfants, on savait faire voyager l'Europe. Ça s'est pas trop mal passé. Les touristes qui sont venus n'ont pas poser de problèmes particuliers. Je pense qu'aujourd'hui, la situation elle est suffisamment catastrophique et suffisamment difficile à gérer. Donc, c'est une question de position de curseur. Et je pense qu'on a positionné les curseurs de l'Europe un petit peu en retrait par rapport à ce qu'on aurait pu faire. On va vous retrouver dans quelques instants, on l'a vu. Il y a donc une nouvelle réalité, l'ouverture des frontières et des avions en provenance des États-Unis. Mais que l'on soit clair, ce n'est pas open bar. L'encadrement sera strict avec un paradigme responsabilité sociale et liberté de mouvement pour les personnes qui sont vaccinées. Pas de quinzaine, mais des tests tout de même. Et pour les personnes qui n'ont pas été vaccinées, quinzaine obligatoire et une multiplication des tests. La France, on vous l'a dit, n'est accessible pour l'instant que pour des motifs impérieux. Le compte-rendu et la synthèse de tout ça avec Thomas. Ce soir, tous les regards sont tournés vers la date du 1er mai, ça va être la fête. Les travailleurs vont pouvoir s'y mettre après plusieurs mois à se morfondre. Le vaccin, lui, n'a pas chômé. Bilan, 47 000 injections, 31 000 en première injection, 16 000 en deuxième injection. Les touristes exclusivement américains sont attendus avec impatience. Mais attention, on n'entre pas comme dans un saloon. Les voyageurs seront soumis à un suivi sanitaire extrêmement strict et précis que le président va vous exposer dans quelques instants lors de son intervention.
C'était la condition indispensable pour ouvrir le territoire de manière responsable. Clairement, les autorités affichent une certaine satisfaction. Il est temps d'arrêter la chute vertigineuse. Celle du PIB est estimée entre 10 et 12%. Le secteur du transport aérien a perdu 90% de son flux. Après tout, les voyageurs nord-américains voleront au secours de notre économie. Ils devront effectuer une quarantaine obligatoire de 10 jours, réalisée à Tahiti, soit à domicile, soit en structure dédiée, mais à leurs frais. Nous discuterons, la ministre du Tourisme discutera avec les hôteliers pour que l'on puisse effectivement dédier des chambres, mais ils devront prendre en charge. En plus du test RPCR à J-3 obligatoire pour tout le monde, ils seront soumis naturellement au test antigénique rapide à J0 dès leur débarquement à l'aéroport et à des tests RT-PCR à J+4 et à J+8. Avec cela, les professionnels, c'est promis, seront aux petits soins des vaccinés et immunisés. Quant aux autres, les autorités se chargeront de les surveiller de très près le temps d'une quarantaine, car on ne baisse ni la garde, ni la vigilance. On va continuer la discussion avec notre invité, avec ce chiffre que vous allez voir sur votre écran. 16 touristes covidés, c'est le résultat de plus d'1 an de visite ici sur le territoire. On peut dire que vraiment, au niveau du touriste et des touristes, il y a un respect des règles. En tous les cas, c'est quasiment insignifiant vu le nombre de personnes qui, malgré la crise, sont venues sur le territoire. Oui, alors, il y a quand même eu assez peu de personnes qui sont venues, puisque ces derniers temps, on avait quand même beaucoup fermé les frontières, et beaucoup ne se sont déplacés que pour motif impérieux, et testés, et ainsi de suite. Mais effectivement, les mesures mises en place ont bien fonctionné, et c'est ce que je disais tout à l'heure. On a su faire voyager les gens de façon assez sûre. Ce qui veut dire que dans les hôtels, on a des équipes aujourd'hui formées, attentives et vigilantes. Ah oui. Parce que c'est un travail de collaboration, de coopération, tout cela. Ah oui, la réouverture des hôtels, elle a été très travaillée par des spécialistes qui sont venus former nos gens, mettre en place des protocoles, des méthodes de nettoyage, des chambres, du linge, des méthodes de nettoyage des tables dans les restaurants, des chaises, façon de distribuer la nourriture, même sur les buffets, pinces individuelles et ainsi de suite. On a mis en place une pléthore de dispositifs qui fonctionnent très très bien. Donc ça, c'est le côté un peu rassurant. Mais quelque part, il y a quand même, malgré le ouf de soulagement, on l'a entendu lors de la première partie de l'interview, il y a quand même une inquiétude sur l'absence de visibilité parce qu'un marché, ça se travaille sur le moyen terme, en tous les cas. Il faut aller le chercher et puis lui dire, voilà, telle date, venez. Oui, absolument. Il y a une grosse inertie entre la volonté d'un client de voyager et son arrivée sur le territoire. Il y a beaucoup d'étapes à franchir, des réservations, des confirmations, des vols. Donc oui, on a, nous, une inertie qui nécessiterait qu'on ait une visibilité d'1 mois au moins, ce qu'on est très, 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 très loin d'avoir. Dernière question. L'information est tombée donc à 12h ici à Papeete. Est-ce que déjà elle est relayée sur l'ensemble du réseau commercial aux États-Unis? Est-ce que les 3 prochains jours vont nous dire si les Américains ont appétence pour revenir et confirmer leur voyage ici au Fénois? Ça fait pas de doute. L'annonce de ce matin a déjà déclenché beaucoup de coups de téléphone dans nos hôtels. Ouais. Donc, ce qui veut dire que dans les 3 jours, on va avoir confirmation des venues et éventuellement de nouvelles venues. Oui, probablement. Ce qu'on ne voit pas et qu'on aura beaucoup de mal à mesurer, c'est la quantification des chutes de réservation qui sont aujourd'hui européennes et qui vont pas manquer de s'annuler. C'est les chutes de réservation des familles qui, pour l'instant... Alors, je sais que la ministre a pris en compte, on avait un observatoire du tourisme aujourd'hui dans lequel on lui a passé le message. Elle a été très réactive et je sais qu'elle est déjà sur le sujet. On espère vivement qu'elle va arriver à nous amener des bonnes nouvelles. Merci beaucoup pour votre réaction et pour les précisions que vous avez apportées sur ce chapitre. Justement, pour terminer sur ce chapitre Covid, notez qu'il n'y a pas de changement pour le couvre-feu et les rassemblements. Par ailleurs, avec 31 000 personnes, dont plus de la moitié qui a eu 2 doses de vaccin, le pays va accélérer la cadence. Le but, 50% de citoyens vaccinés au mois de juillet. Et par ailleurs, le président Fritsch, en coordination avec les maires, réfléchit à un nouvel arrêté pour encadrer la vente d'alcool, à suivre donc, comme on dit, dans le jargon. Et pour être complet vraiment sur la situation sanitaire, les chiffres du jour de la part du ministère de la Santé, 8 nouveaux cas de Covid et 3 personnes hospitalisées au Taoné. Justice. En octobre dernier, Mathai Danielson et Yari TPA ont été condamnés à 13 et 6 ans de prison en cause de leur implication dans un vaste trafic d'Aix entre le Mexique, la Polynésie, via évidemment les États-Unis. En appel, les juges ont confirmé ces condamnations. On écoute James Lowe, c'est l'avocat de Mathai Danielson. Il est interrogé au tribunal par Axel Mézinel.
C'est la peine qui a été maintenue, mais la cause a simplement requalifié les faits en considérant qu'il n'y a pas d'état de récidive de M. Danielson. Mais malgré tout, la sévérité reste de mise aux yeux de la Cour. Il est évident que M. Danielson se pourvoira en cassation, dans la mesure où les preuves ne sont pas légalement établies dans cette affaire. Nous vous en parlions hier soir et de manière développée, la tenue d'une conférence sur les psychoses émergentes signe surtout la manière de les traiter. L'hôpital et diverses associations insistent sur la prévention, notamment auprès des plus jeunes. En 2017, 42% des Polynésiens disent déjà avoir eu un trouble psychotique. Il y avait beaucoup de monde dans l'amphithéâtre de l'hôpital. D'ailleurs, une autre conférence est prévue d'ici quelques temps, à suivre donc sur les différents réseaux sociaux pour connaître la date. C'était un soulagement, un casse-tête en moins pour certains malades des reins. L'hémodialyse à domicile redonne bien du sel à la vie des patients, notamment ceux des îles. 12 personnes en bénéficient déjà, mais un souci économique entre l'association qui en a la gestion et la CPS pourrait bien ralentir son déploiement. Reportage avec Mélissa Chong et Jacques Damour. Ce rein artificiel a beaucoup d'importance aux yeux de Ronald. Cette machine d'hémodialyse à domicile quotidienne lui permet de filtrer son sang à raison de 2h30 chaque jour, chez lui, à Bora Bora, comme 11 autres patients des îles. Ah oui, très content, hein. Même la famille, hein. C'est très content. Donc ça, à la maison, tu es là chez toi, et tu fais ce que tu veux après, travail ou à la pêche. Le protocole d'utilisation est simple et intuitif et offre un confort aux patients. Cette machine chez moi, ça fait une grande aide pour moi. Et cette machine, j'ai ressenti une nouvelle vie. L'association APER Apurad assure le suivi de ces dialysés. Elle rencontre aujourd'hui un souci économique qui met à mal le déploiement de cette technique dans les îles. Le matériel médical coûte plus de 3 millions de francs et ne fait pas l'objet d'un allègement des taxes. Également, le forfait alloué par la CPS ne couvre pas entièrement les frais médicaux déboursés par l'association. La structure, depuis la baisse des forfaits, est en déficit depuis 2 ans. Donc nous ne pouvons plus nous permettre justement de compenser sur une activité qui est déficitaire. Donc malheureusement, vraiment la mort dans l'âme, nous avons annoncé aux patients qui vraiment souhaitaient rentrer dans leur île que nous devons ajourner cette technique jusqu'à ce qu'on puisse trouver des solutions. L'hémodialyse à domicile quotidienne est pourtant bénéfique, tant sur le plan psychologique qu'économique. Loger des patients sur Tahiti représente un coût élevé. Le problème le plus important pour ça, c'est le déracinement. Quand ils sont ici sur Tahiti, ils ne sont pas leur famille, ils ne sont pas leur travail, ils ne sont pas les moyens de vivre. Ils sont obligés d'être dans une pension ou bien chez la famille. 544 patients sont dialysés au Fénois, un chiffre en constante augmentation depuis le début de l'année. La jeunesse, c'est le bel âge, mais c'est aussi le terrain propre aux interrogations. Être son marketeur, c'est la recherche de l'emploi qui le demande. Elle exige des stratégies, ou mieux dit, elle ne pardonne pas les fautes de goût. Ainsi, l'université accompagne ses étudiants pour leur donner les canons en la matière, écriture des CV, qualité de l'expression et les yeux dans les yeux pour les entretiens. Bref, estime de soi. On relève les copies avec notre équipe de jeunes journalistes, Noura Mourad et Nicolas Suir à l'université. Donc vous allez regarder la vidéo et ça va résumer un peu tout ce que, la mise en situation qu'on vous a donnée. Ok ? Cette mise en situation, c'est la rédaction de son CV. Savoir se vendre, un art qu'il est nécessaire de maîtriser dans la vie active. Surprise, on peut également y inclure ses passions et loisirs. Se démarquer comme une carte de visite, voilà ce qu'on apprend dans cet atelier « Pimpe ton CV ». Les étudiants ont les compétences pour vraiment trouver un stage ou avoir un emploi, mais c'est qu'ils ne savent pas vraiment comment s'y prendre. Mais par contre, on peut déjà leur montrer, voilà, en gros, qu'est-ce que vous pouvez retenir d'un CV, qu'est-ce qui va attirer le recruteur par rapport à leur CV. Le conseil d'orientation veut lutter contre le décrochage. Un diplôme est un sésame qu'il faut mettre en avant. Conscient que leur avenir leur appartient, les étudiants ressortent éveillés. Ce qui me manque, en tout cas, moi, dans mon CV, c'est vraiment mes compétences qui ne sont pas totalement acquises et surtout les formations. Ils ont toutes les cartes en main. Après la théorie, la mise en pratique. Et ce n'est pas un entraînement fictif. Les entreprises recherchent des stagiaires. En 8 minutes, il faut faire ses preuves.
Un job On est quand même là pour les accompagner, pour qu'ils s'améliorent au niveau des entretiens. On a tous été étudiants, on commence quelque part, on recherche un étudiant qui a de la volonté, qui sait travailler en autonomie, force de proposition, et donc voilà, qui a soif d'apprendre surtout. J'ai très peu d'expérience professionnelle parce que je sors d'une filière générale, je n'ai pas fait de stage du tout. Et pour le coup, ça me facilite vraiment les choses. Je l'ai fait 4 fois mon CV avant de venir. Mais là, c'est bon, j'ai un CV, on va dire, assez parfait, mais on peut toujours s'améliorer. Un moment où les entreprises découvrent des profils, des étudiants motivés à faire valoir leurs connaissances et fin prêts à entrer dans la vie active. Restons avec la jeunesse qui a envie. Nous allons à Bora Bora. Ils sont arrivés Kainka, presque timides au départ, comme sûrement le signal d'une envie de bien faire. Nous vous parlons de 16 stagiaires qui sont en voie d'obtenir leur BAFA, ce diplôme nécessaire, vous le savez, pour accompagner les colonies et les groupes de jeunes. Et puis ces futurs diplômés se sont révélés, prolixes, motivés, super en tout point pour être brillants. Après 8 jours d'enseignement, ils ont vraiment été marqués par la métamorphose. On écoute une stagiaire au micro de notre correspondante, Mayota Rosana. Au début, c'était vraiment pas facile parce qu'il fallait s'ouvrir devant tout le monde, il fallait s'exprimer, présenter des chants, des jeux et petit à petit, on a appris ensemble. Grâce à ces formations, tu pourras facilement chercher, trouver du travail. Je l'espère, comme nous tous ici. Voilà. Mais ça nous apporte beaucoup aussi. Pourquoi? On a appris beaucoup de choses ici. La confiance en soi, s'exprimer plus facilement devant des personnes et surtout avoir plus de renseignements par rapport aux besoins de l'enfant. Super, et le chemin se fait en marchant, comme on dit. Allez, on va continuer avec de l'information positive. On va à Roroutou avec un hommage aux bénévolats. Ils ont usé de l'huile de coude et remonté les manches. C'était nécessaire pour leur œuvre. Les adhérents de l'association Tapauta ont leur nouveau plateau sportif. 10 mois de travail et plus de 9 millions de francs avec un terrain pour le basket, pour le volley. Ils ont donc un nouvel écrin à Avera et les jeunes vont en profiter. Et cette inauguration est pour nous une manière de saluer cette association. Elle a plus de 50 ans dédiée à la pratique sportive et à la jeunesse d'Avera, un vrai lieu de formation pour les adultes à venir. On y partage ensemble un idéal d'amitié, un amour de l'île, souvenirs, mais aussi perspective avec ce beau reportage de Eya Palo, Tokorani. C'est parti. Ce sont pratiquement des noces d'or qui se fêtent cette année pour l'association Tapauta, créée par son premier président Titi Oro Paparay. Pour récolter des fonds, les joueurs étaient mis à contribution. On a organisé des travaux, des interventions, c'est-à-dire des travaux communautaires. Alors ils allaient travailler pour des gens. Et c'est comme ça qu'on pouvait avoir du fric. Frédéric Manuel avait 14 ans quand il entra dans l'association Tapauta. Football, volleyball, pour enchaîner les fonctions de cadre et joueur à la fois. À cette époque, ces deux disciplines étaient les seules attractions dans l'île. Ils vont dans les phares pour le matin, toute la journée, le soir, et tout le monde sur le terrain. On peut jouer au foot 15 de côté, 15 de l'autre côté, parce qu'il y a trop de jeunes, beaucoup de jeunes. On ne peut pas laisser, ils vont plus venir au foot. Si aujourd'hui, Frédéric, Namata ou d'autres anciens encore ne sont plus sur le terrain, ils sont toujours d'un grand soutien pour l'association. Comme dans leur projet de construction de leur nouveau plateau sportif, Veille Uramata, les travailleurs ont été nourris par leurs soins depuis juin dernier. On avait prévu 20 maisons, là où sont les anciens joueurs dans le club de Tapauta, qui sont toujours avec nous et qui nous nourrit depuis le mois de juin jusqu'à présent. L'association Tapauta, c'est près de 1000 licenciés répartis dans plusieurs disciplines. Football, futsal, beach soccer, volleyball, basketball et handball. Dépoussée en vétérans, l'association a fait sa renommée dans l'île ainsi qu'à Tahiti depuis des décennies. Elle participera aux Jeux interilles des Australes en 2023 à Reykjavik. Un beau programme et comme disait l'écrivain Albert Camus, j'ai tout appris par le football. Allez, on va regarder ce que nous propose ce soir la première sur les étranges lucarnes, comme on disait lorsqu'on était jeune, avec le magazine consacré aux familles, les familles formidables. Elle vous donne un 9e rendez-vous de la tendresse, des rires et de la complicité des familles, comme on les aime, et elles sont ici dans notre Fénois. Et puis, vous les aimez bien car ils sont impressionnants avec un cœur tendre, Game of Bros, une télé-réalité venue du pays des Kiwis qui chaque semaine fait le buzz et intéresse nos téléspectateurs. Allez, on va vous donner l'information principale de la soirée.
avec le rappel donc de celle-ci. Les touristes américains encadrés par un protocole sanitaire rigoureux. Ils pourront revenir à partir du 1er mai. Un ouf de soulagement, vous l'avez entendu tout à l'heure, pour l'économie du tourisme. Pour le reste des mesures, pas de changement. La France seulement accessible pour motifs impérieux, comme aujourd'hui. Et le couvre-feu maintenu à 22h. Tradition ne change pas celle-ci. La une des journaux demain, évidemment. Le flair nous conduit aux États-Unis. Le Fénois s'ouvre aux États-Unis pour la dépêche de Tahiti. Et les confrères de Tahiti Info jouent avec l'America First, une allusion sans aucun doute au récent passé politique du pays, mais un clin d'œil également à cette réalité touristique qui nous attend ici au Fénois. Demain, les infos radio, c'est à 6h et c'est Tita Wadoun qui vous attend. Internet jour et nuit, vous le savez. Journal demain soir, 19h avec Jeanne Péquette aux commandes. Bonne soirée avec nous. Et on se quitte sur les images de l'Expo des peuples de l'eau. Le 15 avril, vous le savez, chaque année, c'est la journée mondiale de l'art. Alors, pour la célébrer depuis le 1er avril, une soixantaine d'artistes du Fénois et d'ailleurs exposent à la bibliothèque de l'université et à la galerie Poincoeur. C'est sympa. Bonne soirée sur la première. À bientôt. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.